Bienvenue à tous à cette autre édition de Regard panafricain sur les antennes de For You Media Africa. Avec bien sûr en une ce soir, nous parlons de la présidentielle du côté du Sénégal et le nouveau président, on va le dire comme ça, qui serait donc connu selon les premières tendances, Bassirou Diomaye Faye. Pour l'heure, selon les premières tendances, serait donc visiblement le 5e président de la République du Sénégal. Rien d'accord officiel, mais au regard des premières tendances, il serait bel et bien le nouveau président du Sénégal. Sur leur compte Facebook respectif, le président Macky Sall a donc exprimé sa satisfaction quant au déroulement du processus électoral et a également félicité au passage Bassirou Diomaye Faye pour cette victoire. Alors le président Macky Sall parle d'une victoire qui consolide les valeurs démocratiques du Sénégal. Nous en parlons ce soir, revenant également sur les défis, voire les chantiers qui attendent celui qui devrait dans quelques jours seulement, au soir du 2 avril prochain, succéder au président Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye, c'est son nom. Nous en parlons ce soir dans le cadre de cette émission de Regard panafricain. En deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur cette décision prise par les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et même du gouvernement de transition du côté du Niger. Ces autorités qui ont annoncé le vendredi 22 mars 2024 la ouverture des frontières avec notamment le Nigeria, une décision qui va permettre la reprise officielle des échanges le long des 1500 km de frontières que se partagent les deux pays et qui jusqu'ici étaient fermés depuis le 26 juillet, voire le 30 juillet dernier, à la suite du coup de révolution enregistré le 26 juillet 2023. Une semaine avant, c'est le Nigeria qui avait déjà annoncé la réouverture de ses frontières avec le Nigeria dans le sillage de la levée des sanctions de la CEDEAO. La réaction de Niamey peut-elle enfin être considérée comme un geste d'apaisement vis-à-vis notamment du Nigeria? Se dirige-t-on vers un dégel des relations entre Niamey et Abuja? Autant de questions sur lesquelles notre invité de la soirée, le consultant permanent du lundi de l'émission Regard panafricain, apportera forcément des éléments de réponse. André-Christelle Fanga est avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de la Dépêche du Midi. Bonsoir à vous, DP, et bienvenue. Bonsoir, M. Nguene. Merci pour l'invitation. Bonsoir à M. Kele aussi, le technicien qui travaille d'arrache-pied pour que nous puissions être écoutés et vus aussi sur toutes les plateformes For You Africa. Merci pour cette invitation pour discuter des questions extrêmement importantes de notre continent. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à toute la galaxie panafricaine. Merci pour cette invitation de plus. Voilà, merci à vous, DP, pour cette disponibilité présidentielle du côté du Sénégal. La réaction instantanée du président Macky Sall après notamment les premières tendances qui donnent vainqueur. Bassirou Diomaye Faye, il s'est donc exprimé sur ces différentes plateformes numériques, principalement sur Facebook. Le président Macky Sall dit ceci: je salue le bon déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur Bassirou Diomaye Faye, que les tendances donnent gagnant. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise. Alors, André-Christelle Fanga, les propos du président Macky Sall, il parle d'une victoire de la démocratie sénégalaise. Avez-vous la même impression au regard justement de tout ce processus électoral, mais également au regard des tendances qui donnent Bassirou Diomaye Faye vainqueur de cette présidentielle? C'est pas la victoire de la démocratie, c'est la victoire d'un peuple décidé un peuple souverainiste, un peuple panafricaniste, un peuple voulant tourner la page, n'est-ce pas, d'une certaine façon de faire la politique. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie chez nous. Oui. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas de démocratie chez nous, il n'y a pas de démocratie en Afrique, il n'y a pas de démocratie dans le monde. Parce que tel que ça a été enseigné, la démocratie, dans les instituts, dans les écoles, un peu de partout, ce n'est pas comme ça qu'elle est pratiquée sur tout le continent et surtout dans tous les pays. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons le système soi-disant démocratique, il apporte plus de morts que d'autres systèmes.
parce que quand je parle d'autres systèmes, c'est par rapport à, par exemple, la rupture de l'ordre constitutionnel, comme nous avons vu au Mali, comme nous avons vu au Burkina Faso, comme nous avons vu au Niger. Alors que, soi-disant, dans les pays où on dit la démocratie, on a vu, n'est-ce pas, des préparatifs ou bien des préparatifs d'une élection ou bien des mouvements qui ont conduit à des milliers de morts, à des morts. Donc, et c'est pour ça que je dis que je ne crois pas à cette démocratie-là, plutôt la démocratie. Vous comprenez un peu? Oui, si c'est la démocratie, elle existe parce que c'est une façon de tuer quelques personnes pour obtenir, n'est-ce pas, une position. Je pense qu'aujourd'hui... Mais de quoi doit-on qualifier justement cette victoire? Puisque, vous savez, le cas du Sénégal sur le continent africain est un tout petit peu atypique. Exactement. On qualifie le Sénégal comme étant justement le berceau de la démocratie, une démocratie qui se caractérise généralement par cette forme d'alternance au pouvoir entre Christelle Fanga. Écoutez, l'alternance au pouvoir n'est pas un signe de démocratie, pour moi. Il faut le dire clairement, l'alternance au pouvoir n'est pas un signe de démocratie, mais c'est la compréhension des enjeux, n'est-ce pas, d'un peuple, n'est-ce pas, par rapport à un État. Quand nous parlons de cette victoire, n'est-ce pas, c'est la victoire d'un peuple mobilisé. C'est la victoire d'un peuple souverain. C'est la victoire d'un peuple ayant pris l'engagement, n'est-ce pas, auprès de certains leaders de dire que nous vous accompagnons jusqu'au boutisme. Et voilà le résultat aujourd'hui. Parce que c'est pas aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est souvent déplorable, n'est-ce pas, des politiciens qui se réveillent à 1 an des élections, à 6 mois des élections, à quelques jours des élections, des politiciens qui se réveillent. Voilà un travail de longue haleine qui s'est fait jour après jour au Sénégal, c'est-à-dire un peuple qui s'est mobilisé, qui s'est construit autour du leadership, n'est-ce pas, de Ousmane Sonko, et qui finit par porter des résultats aujourd'hui avec la victoire de Diomaye Faye aux élections. Donc, c'est un construit. Alors, c'est le peuple qui est arrivé à maturité, qui a compris les enjeux, et il faut le dire clairement, à chaque fois que la soi-disant démocratie sénégalaise, n'est-ce pas, a voulu être inféodée, n'est-ce pas, par les puissances occidentales, ça a été rattrapé, le peuple a rattrapé, n'est-ce pas, sa souveraineté et son pouvoir. C'est le cas aujourd'hui? Mais bien sûr. Du côté du Sénégal? C'est le cas aujourd'hui. Regardez la démarche. Que ça soit Abdou Diouf, que ça soit Ouad, que ça soit Macky Sall. Vous voyez que c'est le peuple qui a toujours donné la victoire au candidat choisi. Vous vous rappelez comment le peuple s'est mobilisé pour Macky Sall quand M. Abdoulaye Wade voulait tout faire. Comme il n'avait pas réussi à faire un 3e mandat, il a tout fait pour placer, en fait, de faire une dynastie, c'est-à-dire en plaçant son fils Karim Wade. Vous avez vu comment le peuple s'est mobilisé pour défendre et porter le président Macky Sall au pouvoir. Et ça a été, et vous allez voir qu'il a subi presque le même cheminement comme tous les autres hommes politiques du Sénégal qui ont pris le pouvoir, c'est-à-dire prison, présidence, ou bien résidence surveillée. Abdou Diouf a mis Ouad en prison, Ouad a mis Macky Sall en prison, Macky Sall a mis Sonko et Diomaye en prison. Donc, et tous sont sortis de prison pour devenir des chefs d'État. Vous voyez que tout cela a concouru. Pourquoi? Parce que le peuple a compris les enjeux et se sont mobilisés autour des différents leaders que eux-mêmes ils se sont choisis. Et je pense que ça, ce n'est pas un modèle de démocratie, mais c'est un modèle de résilience d'un peuple, n'est-ce pas, qui comprend les enjeux et qui s'engage, n'est-ce pas, auprès de certains leaders politiques pour dire que c'est à vous que nous confions le destin du pays pour un temps, et ça a toujours été respecté comme ça. Voilà. Désormais, donc, c'est lui à qui est clairement donc confié le destin du Sénégal. Du coup, on se pose la rupture. Du coup, on se pose la question, quel genre de dirigeant sera-t-il, Bassirou Diomaye Faye? Pendant sa campagne, il se qualifiait comme étant le candidat de la rupture, celui qui viendrait restaurer la souveraineté du Sénégal, qu'il estimait qu'elle avait été bradée aux puissances étrangères, ce président qui viendrait définitivement faire sortir le pays du franc CFA. Alors, pour vous, quels seraient aujourd'hui les chantiers prioritaires pour le nouveau dirigeant annoncé du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye?
Alors, première des choses que je voudrais vous dire, Monsieur Nguéné, il faut d'abord comprendre que Monsieur Macky Sall n'a pas mal travaillé pour le Sénégal. Là, vous parlez des acquis oui, du président Macky Sall. Du président Macky Sall. Vous comprenez un peu? Je dis, en matière de travail, on souhaiterait avoir un président comme Macky Sall. Réalisation, tout ce qui a été fait, vraiment, les acquis sont assez importants. Ça, nous saluons ce travail magnifique produit par le président Macky Sall. Mais à un certain niveau, vous devenez prisonnier, n'est-ce pas, de certains lobbies, de certains, de certains courtisans qui veulent vous faire croire que de certaines pressions occidentales et tout le reste là, et qui vous mettent dans une posture où finalement on ne comprend pas, on botte en touche rapidement le travail que vous avez accompli, n'est-ce pas, sur le domaine infrastructurel, sur le domaine social, sur plusieurs domaines. Domaine économique. Domaine économique, exactement. Donc, et finalement, on se focalise simplement sur le domaine politique. Vous comprenez un peu? Vous pouvez être un bon technocrate et être un piètre politicien. Vous pouvez être un bon bâtisseur, mais ne pas être un bon technocrate. Vous voyez un peu? Et ça, il faut que les Africains commencent à chercher à intégrer ça dans notre système de gouvernance. C'est-à-dire savoir choisir ou un bâtisseur ou un politicien, parce que le politicien, lui, sait jongler. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques, dire qu'on manque comme un politicien. Vous voyez un peu? Vous voyez que c'est déjà un qualificatif. C'est-à-dire, le mensonge est d'abord déjà un problème, et on y ajoute à ça un qualificatif, c'est-à-dire politicien. C'est-à-dire, on considère que les politiciens mentent. Donc, aujourd'hui, si vous avez fait le choix d'un leader comme Diomaye, n'est-ce pas, qui est fiscaliste, inspecteur des douanes et des impôts, n'est-ce pas, qui aujourd'hui a fait un travail formidable avec son collègue Sonko, n'est-ce pas, dans plusieurs dossiers administratifs au niveau du Sénégal. Nous pensons aujourd'hui qu'avec sa posture de chef d'État aujourd'hui, il a des chantiers prioritaires à accomplir. C'est-à-dire la préservation des acquis. La préservation des acquis du magistère du président Macky Sall. Du magistère de Macky Sall, parce qu'il y a eu des investissements assez colossaux. Il y a eu une démarcation, n'est-ce pas, de la politique économique du Sénégal. Alors, s'il vient, il préserve ses acquis, alors le Sénégal gagnerait davantage par sa gouvernance, avec son arrivée au pouvoir. Deuxième des choses, et comme j'ai suivi, peut-être si c'est réel ou c'est vrai, où il échangeait avec Maître Abdoulaye Wade, n'est-ce pas? J'ai eu des photos juste avant le début de cette émission d'ailleurs, où il allait rencontrer l'ancien président Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, voilà, qui lui dit qu'il faut qu'il soit le président, n'est-ce pas, du Sénégal, et non d'un camp. Et ça, deuxième des choses... Qu'il soit le président de tous. Voilà, exactement. Donc, deuxième des choses, c'est que Diomaye, n'est-ce pas, doit être le président de tous les Sénégalais et de tout le Sénégal. Et non qu'il soit le président d'un camp, ou bien de son groupe, le PASTEF, n'est-ce pas, qui a gagné les élections. Vous voyez un peu? Ça fait un deuxième avantage quand vous devenez président de tous les Sénégalais. Là, vous appelez clairement le nouveau dirigeant à ne pas forcément se laisser emporter par les idéaux que véhiculait l'ex-PASTEF, cette formation politique qui avait encore à sa tête Ousmane Sonko. Non, je pense qu'il y a des idéaux, il y a des choses qui sont dites, n'est-ce pas? Il y a une programmation. Parce que le PASTEF, c'est une coalition de partis politiques, n'est-ce pas, qui se sont mis ensemble, et de jeunes leaders, n'est-ce pas, de la société civile et plein d'autres qui se sont mis ensemble pour justement porter, n'est-ce pas, la candidature de Ousmane Sonko à la présidence. Ce qui n'a pas été fait, et Sonko a passé la main à son camarade et ami qui était aussi membre de ce PASTEF-là. Mais il y a, je crois qu'il y a un cahier de charge, n'est-ce pas, du PASTEF, qui ne va pas mettre de côté, mais qui va être, n'est-ce pas, des instruments, n'est-ce pas, pour la gouvernance, parce que il y a les dossiers, par exemple, extrêmement importants qui concernent pas seulement le Sénégal, mais qui concernent, par exemple, toute l'Afrique. Par exemple, bon, surtout l'Afrique francophone, c'est-à-dire le franc CFA. Le franc CFA, et lui-même l'a dit, il est le candidat qui va mettre fin
au franc CFA. Et je pense qu'aujourd'hui... Vous y croyez, André-Christophe Fanga, profondément. Le président Bassirou Diomaye Faye comme étant le président qui viendrait mettre fin, ou du moins faire sortir le Sénégal de cette monnaie nazie? Je crois à cette jeunesse africaine. Parce que c'est 43 ans, 44 ans aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un facteur, ou du moins un facteur de bonne gouvernance aujourd'hui, cet âge que vous avancez, 44 ans, il est le plus jeune président du Sénégal à accéder à la magistrature suprême? Je pense que les choses évoluent chez nous en Afrique. Oui. Beaucoup même. Et très rapidement même. Et ça va même à la vitesse grand V. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons les résultats du Sénégal, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver de bien chez nous en Afrique. Parce que vous ne pouvez pas avoir un continent qui est à 70% jeune, de jeunes. Et la plupart de ceux qui dirigent nos États sont à plus de 70-80 ans, pour ne pas dire 90 ans, qui ne comprennent pas les enjeux de l'heure, qui ne comprennent pas la vitesse, n'est-ce pas, de la jeunesse que la jeunesse a prise aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des chefs d'État qui sont capables, n'est-ce pas, de parcourir le pays, parce qu'il y a un taux, n'est-ce pas, de corruption dans nos différents États, qu'il faut parfois que c'est le chef d'État lui-même qui aille sur le terrain et voie certaines choses. Et ça, quand vous avez la jeunesse avec vous, alors vous êtes capable de faire ce parcours-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un message même à tous les jeunes leaders africains. La jeunesse est un atout. Que personne ne vous dise que... Mais écoutez, ce n'est pas interdit de faire des erreurs. Et je pense qu'on acquiert l'expérience à partir des erreurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ne dites pas que non. Est-ce que la jeunesse, c'est un facteur de bonne gouvernance? Non. Non. Je pense que même si on est jeune et qu'on se trompe, c'est normal qu'on se trompe. Parce qu'au fur et à mesure que nous nous trompons, et que nous rendons compte que nous nous sommes trompés, nous nous réajustons et nous arrangeons et nous acquérons l'expérience, n'est-ce pas, que les plus anciens ont aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que on accompagne ces jeunes-là. Ces jeunes, surtout leaders, qui ont pris la tête des États. Et un bel exemple encore avec la victoire de Diomaye au Sénégal, Bassirou, au Sénégal. Donc voilà. Nous sommes à la troisième chose. Oui, la troisième chose, justement, vous avez, on fait le récapitulatif pour ceux qui nous suivent, la préservation des acquis du président Macky Sall. Vous demandez également à ce que le président Diomaye Faye soit le président de tous les Sénégalais. Ça, c'est la deuxième. Allons-y. Le troisième point, André-Christophe Fanga. Le troisième point, je pense que c'est justement ce que le programme du PASTEF. C'est-à-dire, le PASTEF a le même programme panafricaniste que nous avons, c'est-à-dire nous demandons, n'est-ce pas, la souveraineté véritable de nos États, une vraie indépendance et non des indépendances qui nous ont été octroyées sur des bouts de papier. C'est-à-dire, sachant que c'est un mouvement souverainiste, un mouvement panafricain, le PASTEF. Les différents leaders que nous avons écoutés, leur prise de position par rapport au franc CFA, par rapport à certains accords coloniaux. Donc, il arrive au pouvoir, comme il arrive au pouvoir, il faut qu'il mette de côté, n'est-ce pas, ces groulots d'étranglement qui tiennent en captivité le Sénégal et les autres pays d'Afrique, c'est-à-dire, par exemple, le franc CFA, les accords économiques avec la France. Et donc, tous ces programmes-là doivent être, en fait, même s'il faut, on ne va pas dire que le Sénégal va évoluer en vase clos, non. Le Sénégal, justement, peut avoir des partenaires, mais des partenariats gagnants-gagnants. C'est-à-dire où on négocie, on pose sur la table et nous négocions et nous disons ceci. Voici ce qu'il me faut et voici ce qu'il ne me faut pas. Voici comment on doit fonctionner et voilà comment on ne doit pas fonctionner. Et je pense qu'aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, l'inspiration des États de l'Alliance du Sahel, n'est-ce pas, qui nous prouve aujourd'hui qu'on peut changer de partenaire. On peut lorgner ailleurs, alors le Sénégal peut aussi lorgner ailleurs, peut regarder ailleurs par rapport à la direction, aux anciennes directions, n'est-ce pas, qui étaient focalisées presque sur Paris. Et d'ailleurs, même, je voudrais vous dire, pour rappeler cela, le président Macky Sall avait aussi déjà pris le chemin de Moscou. Vous savez qu'aujourd'hui, en prenant le chemin de Moscou, vous encourez les sanctions, n'est-ce pas, de l'autre monde, n'est-ce pas, le monde unipolaire, ce monde capitaliste-là qui ne veut pas véritablement de la Russie. Donc, vous comprenez que dans cette situation,
comme troisième point, il faut mettre véritablement le programme panafricaniste en marche. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse joue en sa faveur. Il a tout le temps et il est vraiment entouré de jeunes. Et ça, en allant vers les aînés, n'est-ce pas, vers les plus anciens. D'ailleurs, nous avons vu tous la photo avec le maître Abdoulaye Wade. Oui, Abdoulaye Wade. Voilà. Mais il y a des sceptiques qui, entre autres, peut-être ne partagent pas votre optimisme, André Kistel Fanga, d'autant plus que le fils justement de l'autre, Karim Wade, a ouvertement apporté son soutien à Ousmane, ou du moins à Diomaye Faye aujourd'hui, compte tenu des accointances entre Karim Wade et la France aujourd'hui. D'aucuns estiment que forcément il ne faudrait pas attendre grand-chose du nouveau président, du moins de Bassirou Diomaye Faye, qui est annoncé vainqueur de cette présidentielle. Il faut attendre beaucoup, on attend beaucoup. Et même, c'est même notre... Parce qu'on se fie beaucoup plus sur ces alliances. D'aucuns ne comprennent pas, se posent la question, est-ce qu'il s'agit des alliances idéologiques ou alors des alliances qui visent beaucoup plus les calculs politiques derrière aujourd'hui. On sait ce qui est reproché à Karim Wade jusqu'ici, quand il apporte ouvertement son soutien à Bassirou Diomaye Faye. On est quand même en droit de se poser des questions. André Kistel Fanga. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, quand nous regardons la situation au Sénégal, il y a eu beaucoup d'entente. Et c'est pour ça que j'ai demandé de préserver les acquis. Oui. Vous avez vu le dialogue. Vous avez vu la remise de peine. Vous avez vu la loi d'amnistie. La loi d'amnistie. Il en a été bénéficiaire d'ailleurs. Donc, vous comprenez qu'il y a des choses, c'est à cause de ces alliances, à cause de ces dialogues, à cause de ces acquis, n'est-ce pas, que ça a produit le résultat que nous avons aujourd'hui. Donc, avec ces alliances, ces amitiés et tout le reste là, je pense que c'est pour construire un Sénégal fort. Il faut avoir tous les éléments de son côté. Et c'est pour ça que le deuxième point, qui est être le président du Sénégal tout entier, et non d'un clan, n'est-ce pas, est d'une importance capitale. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont fait un choix. Oui. Et c'est la première fois de voir quelqu'un passer une élection avec 18 candidats au premier tour. Oui. Ça veut dire que vraiment, si il n'y avait pas assez de candidats, il aurait fait un score soviétique, parce qu'à plus déjà de 60%, c'est quand même assez énorme avec 18 candidats. Dès le premier tour. Voilà, dès le premier tour. C'est énorme. Ça, il faut avoir le peuple avec soi, vraiment, pour passer à une élection comme celle-là. Et surtout, face à un ancien Premier ministre, face à son ancien patron qui était ministre des Finances, face à beaucoup d'autres ministres, n'est-ce pas? Donc, face à des mastodontes politiques, n'est-ce pas, qui connaissaient déjà l'environnement politique sénégalais. Donc, vous voyez que c'est une victoire du peuple. C'est une victoire qui donne encore beaucoup plus de tonus et de courage à Bassirou Diomaye Faye, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout de la logique panafricaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, la logique panafricaine, ce n'est pas la démocratie. La logique panafricaine, c'est que le souverainisme, c'est-à-dire la volonté du peuple, n'est-ce pas, doit être accomplie. Parce que les peuples se mobilisent jour le jour pour une vraie indépendance économique, pour une vraie indépendance politique, pour une vraie indépendance monétaire, pour une vraie indépendance culturelle. Donc, je pense qu'avec ça, ça donne des atouts, ça donne des éléments à Diomaye de bien gouverner le Sénégal. Il y en a qui vous suivent actuellement, quand je vois peut-être certains commentaires, et d'aucuns estiment aujourd'hui qu'ils vont scruter de très près la première interview de Bassirou Diomaye Faye. Il va l'accorder à quel média? S'il part vers des médias mainstream, ça veut dire qu'il donne forcément la ligne de conduite. D'aucuns estiment qu'ils vont d'ailleurs scruter de près le premier déplacement à l'étranger de Bassirou Diomaye Faye. En fait, chacun y va de sa petite touche personnelle pour essayer un tout petit peu de mieux faire comprendre aujourd'hui ses attentes au nouveau président. Mais dans un contexte géopolitique particulier sur le continent africain, dans un contexte dominé justement par ces deux blocs qui s'opposent aujourd'hui, monde unipolaire, monde multipolaire, l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye, André Kistel Fanga, est une bonne nouvelle pour qui précisément? Pour le monde multipolaire. Vous en êtes sûr et certain? Bien sûr. Je vous ai dit dès le départ que le président Macky Sall
avait commencé un travail de démarcation avec le monde unipolaire. Ce qui lui a valu ce que vous avez vu, des reportages virulents, n'est-ce pas, sur ces médias mainstream, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà, il y a de cela quelques jours même, hein, parce que quand on parle de ça, ça ne fait pas 6 mois. Vous avez vu la position de Macky Sall, n'est-ce pas, auprès de Poutine, quand il allait négocier les céréales, n'est-ce pas? Malgré que ces céréales ont justement encore pris le chemin de l'Europe. Parce que sur les 45 tonnes, n'est-ce pas, il n'y a que 3 tonnes qui sont arrivées en Afrique, 42 tonnes sont allées en Europe. Mais vous avez vu la proximité entre Macky Sall et le président Vladimir Poutine. Et vous voyez les deux tables, quand vous regardez les deux tables, la table du président Macron, n'est-ce pas, quand il était reçu par Vladimir Poutine, et la table de Macky Sall, vous voyez le rapprochement et l'éloignement. Donc, il y a déjà une trajectoire qui est déjà tracée. Il y a une trajectoire, mais rien ne garantit justement que le nouveau président va éventuellement s'aligner sur cette trajectoire ou alors va certainement surfer sur ses acquis. Pourquoi se montrer autant optimiste, André Christelle Fanga? Parce que c'est nous le peuple. C'est la victoire de nous, le peuple. C'est la victoire du bas peuple. C'est la victoire de la mobilisation. C'est la victoire de la société civile. C'est la victoire des panafricanistes. C'est la victoire de vous, M. Nguéné, avec vos émissions, vos thématiques assez importantes pour l'éveil des consciences africaines, n'est-ce pas? Et vous savez que nous sommes très suivis au Sénégal. Effectivement. Nous sommes très vus au Sénégal, au travers de For You TV, For You YouTube et sur Facebook, toutes les plateformes numériques. Sur toutes les plateformes numériques, nous sommes très suivis au Sénégal. Vous voyez un peu, et même sur streaming, je crois c'est streaming, n'est-ce pas, la radio, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez que le travail que nous faisons est écouté par les autres. Et c'est pour ça que d'autres s'étonnent. Bon, ça, c'est les commentaires de Facebook, WhatsApp et tout le reste. Ils disent, mais comment on prie au Cameroun et ça sort toujours ailleurs? Dieu répond ailleurs. C'est comme si le Cameroun était l'incubateur, la matrice, celle qui produit, n'est-ce pas? Elle ne bénéficie pas elle-même, mais ça va bénéficier aux autres. Mais on accepte, si c'est notre rôle à jouer, ok, on accepte parce que au fur et à mesure que nous avons mobilisé ou bien appeler le peuple à se mobiliser, n'est-ce pas, sur toutes les plateformes, nous avons vu la réponse du Sénégal, nous avons vu la réponse du Mali, nous avons vu la réponse du Niger, du Burkina Faso, nous avons vu la réponse du Centrafrique, nous avons vu la réponse de plusieurs, n'est-ce pas, regroupements de la société civile, de plusieurs partis politiques, de plusieurs regroupements qui ont dit oui, ce discours-là, il est le nôtre, c'est-à-dire nous avons besoin de souveraineté. Et donc, en écoutant, n'est-ce pas, le discours du PASTEF, en voyant le programme politique du PASTEF, alors nous sommes convaincus, n'est-ce pas, que la ligne panafricaniste sera respectée. Parce que ce même peuple, et c'est pour ça que le peuple qui nous écoute, n'est-ce pas, doit maintenant être en éveil pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vous savez, l'une des choses, l'une des confidences du président Roch Macabore, qui était panafricaniste dès le départ de sa gouvernance, mais qui a été rattrapé, n'est-ce pas, par les influences des lobbies, n'est-ce pas, extérieurs. Finalement, il a flanché et il dit, le peuple m'a abandonné. Parce qu'il y avait des décisions que, si le peuple s'était mobilisé, il n'aurait pas pris certaines décisions. Parce qu'il allait mettre ça sur le dos du peuple en disant que le peuple a refusé ou bien le peuple a voulu. Vous voyez un peu. C'est pour ça que nous interpellons aujourd'hui les peuples, parce que la gouvernance, maintenant, ce n'est plus la gouvernance seulement de ceux qui sont à la tête de l'État. Maintenant, c'est la gouvernance des peuples. C'est les peuples qui décident. Les peuples sont en train de comprendre leur vrai pouvoir. Et c'est ce que nous appelons à tous les peuples africains maintenant, de comprendre que le vrai pouvoir, ce n'est pas ceux qui envoient les abeilles. Ou bien qui vous mettent dans la moulinex. N'est-ce pas? Non. Le vrai pouvoir, c'est le peuple. Si le peuple décide de faire blocus sur quelque chose, ce peuple-là ne peut pas être vaincu. Même s'il y a des millions de chars devant vous, quand un peuple est décidé pour sa liberté, il finit par l'obtenir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que ces messages-là sont passés au Sénégal. Et aujourd'hui, Diomaye
n'est-ce pas, ne pourra pas s'écarter de la ligne, n'est-ce pas, qui a été donnée. Parce que ce même peuple-là va l'encadrer. Ce même peuple-là va se mobiliser. Ce même peuple-là va lui rappeler les missions pour lesquelles ce peuple-là l'a envoyé à la présidence du Sénégal. Voilà. Merci à vous, André Christelle Fanga. On rappelle que pour l'heure, rien donc n'est encore officiel. Mais je pense que dans quelques minutes seulement, le président Diomaye Faye devrait donc se prononcer pour une déclaration de presse en attendant la publication des résultats provisoires. Mais tout, visiblement, sent bon pour Bassirou Diomaye Faye, les tendances qui lui donnent donc clairement la victoire, les sorties également du président Macky Sall qui viennent consolider et conforter cette position-là. Amadou Ba, l'ancien chef du gouvernement, mais également le candidat de la coalition, Beno Boriaka, la coalition présidentielle, a également fait une sortie dans laquelle il félicite le président Bassirou Diomaye Faye et lui souhaite plein succès pour le bien-être du peuple sénégalais. Ce n'est que partie remise. On va avancer, André Christelle Fanga, avec cette fois les autorités nigériennes qui ont donc... Mais je n'ai pas félicité Diomaye. Peut-être. Ah, voilà. Allez-y. Donc, voilà. Permettez-moi Allez-y, André Christelle Fanga. De féliciter le président élu, n'est-ce pas, du Sénégal, n'est-ce pas, actuel, parce que là, c'est confirmé, il n'y a plus rien à faire. Ouais. C'est Bassirou Diomaye Faye qui est le président élu. Donc, nous tenons à le féliciter pour cette brillante élection. Et nous tenons aussi à féliciter le vrai leader, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui a vu sa position, n'est-ce pas, qui était menacée, n'est-ce pas, parce qu'il était justement condamné avant. Il a passé la main. C'est-à-dire, on peut construire quelque chose de grand sans que peut-être nous soyons à la tête ou bien au devant de la situation. Et ça, c'est un bel exemple à tricher, surtout nous, les jeunes. Parce que voilà deux jeunes, sans compter les autres jeunes qui sont autour d'eux, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont assez nombreux, qui sont d'abord collègues. Vous savez que tous sont des inspecteurs, des régies financières. Ils ont travaillé ensemble et aujourd'hui, ils se sont engagés en politique ensemble. Ils ont subi presque les mêmes parcours, les mêmes tortures. Mais ce qui est le plus important, Sonko, lui, il a plus avancé en grade parce qu'il a été député après sa maire de Ziguinchor. Mais nous avons vu comment les deux ont fait chemin ensemble pour arriver à ce niveau de prise de pouvoir. Donc, nous félicitons cette coalition de jeunes. Que si ce duo. On se pose d'ailleurs la question de savoir comment ça va se passer. André Christelle Fanga, nous avons d'un côté celui qui devait être le candidat naturel du PASTEF, mais pour des soucis judiciaires, n'a pas pu être tenu par le Conseil constitutionnel pendant cette présidentielle et a été donc mis de côté entre guillemets. De l'autre côté, son numéro 2 qui prend les rênes et qui est nommé, ou du moins qui est porté à la tête et qui est porté à la magistrature suprême. Du coup, on se pose la question, mais comment se fera la cohabitation? Vous avez connu Dimitri Medvedev? Oui, Dimitri Medvedev en Russie. L'autre a été président. Il a nommé l'autre premier ministre. Après, il a pris les rênes avant que l'autre ne revienne. Il a pris les rênes, il est devenu président. L'autre est devenu premier ministre. Donc, ça a toujours été comme ça. Et c'est possible. Et ça, c'est ce que une cohabitation saine. Une cohabitation saine est possible. Et vous voyez jusqu'à présent comment le duo Medvedev, Poutine et tous les autres, n'est-ce pas, continuent à diriger la Russie et produit des résultats extraordinaires. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a encouragé, n'est-ce pas, à soutenir, n'est-ce pas, ce groupe de jeunes en disant que voici un bel exemple, en fait, si le Sénégal devenait la Russie d'Afrique. Mais si. De toutes les façons, la question reste clairement en suspens. Le Sénégal devenait la Russie d'Afrique avec les deux leaders que nous connaissons, Sonko et Diomaye Faye, le président élu aujourd'hui. Je pense que ça se fera beaucoup de bonheur et ça donnera un autre son de cloche à la gouvernance, n'est-ce pas, chez nous en Afrique, parce que c'est simple, vous pouvez nommer un premier ministre avec des pouvoirs élargis, n'est-ce pas, sachant que vous devez votre victoire
à l'aura de M. Sonko. Ça, c'est indéniable. Et il ne faut pas que les courtisans viennent semer de la zizanie, n'est-ce pas, entre ces deux-là, en voulant faire croire que, en voulant tirer les marrons du feu. Non. Je pense qu'il faut qu'ils aient la tête posée, n'est-ce pas, qu'ils essayent de fonctionner comme normalement ils ont décidé de faire ensemble depuis des décennies. Merci à vous, André Christelle Fanga. Nous allons avancer, messieurs, dans l'échange, parlant justement de cette émission de Regard panafricain, avec cette fois les autorités nigériennes qui ont donc annoncé la réouverture de leurs frontières avec le Nigeria. L'annonce a été faite le vendredi 22 mars 2024. Une décision qui va donc permettre la reprise officielle des échanges le long des 1500 km de frontières que se partagent les deux pays et qui étaient jusqu'ici fermés depuis le 30 juillet 2023, au lendemain du coup de révolution du 26 juillet. De la même année, une semaine avant, c'est le Nigeria qui avait déjà annoncé la réouverture de ses frontières avec le Niger, dans le sillage de la levée des sanctions de la CEDEAO. Une question d'entrée, André Kessel-Fanga. La position de Niamey peut-elle être enfin considérée comme un geste d'apaisement vis-à-vis du Nigeria, cette réouverture des frontières aujourd'hui? Je pense que le timing, c'était un problème juste de timing et de leadership. Timing et leadership. Oui, de la part du Niger. Parce que le Nigeria était déjà dans l'option et dans la posture, n'est-ce pas, de la reprise des échanges. Oui. C'est-à-dire, eux, ils avaient déjà annoncé la réouverture de leurs frontières aériennes et terrestres. Exactement. Donc, ils attendaient juste la réaction de l'autre côté du Niger. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que justement, l'autre a prouvé que je peux vivre sans vous. Je peux tenir le coup sans vous. Oui. On peut faire des choses sans vous. Même comme vous avez pris des décisions à la hâte. Même comme vous avez pris des décisions iniques. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire sans vous. Mais comme nous sommes les mêmes peuples, nous n'allons pas demeurer, n'est-ce pas, dans cette posture-là de fermeture des frontières. Donc, en annonçant aujourd'hui l'ouverture des échanges, n'est-ce pas, des frontières et des échanges avec le Nigeria, c'est parce que justement aussi, il y a des projets de grande envergure qui lient les deux États. Entre les deux pays. Vous voyez un peu, qui lient ces deux États-là. Donc, vous ne pouvez pas un seul instant, n'est-ce pas? Ça veut dire que les frontières ne pourraient pas rester indéfiniment fermées. Exactement. Et comme j'aime toujours le rappeler et le dire, les hommes passeront, les États resteront. C'est ça notre plus grand problème chez nous en Afrique. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont éternels, qui resteront là pour toujours. C'est-à-dire les décisions qu'ils prennent, ça va rester là éternellement. C'est pour ça que les dirigeants de la CEDEAO se sont foudroyés. Vous comprenez un peu? En prenant des décisions à la hâte, en pensant que non, il faut obéir absolument à l'ordre colonial, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dès que Paris dit faites ceci, ils obéissent au doigt et à l'œil. Aujourd'hui, ils ont vu les conséquences, que ça peut être négatif comme positif, n'est-ce pas, pour certains États. Regardez par exemple les sanctions prises contre la Russie, ce que ça a produit à la Russie. Ça a plutôt permis à la Russie de créer maintenant un nouveau système, n'est-ce pas, d'échange commercial avec d'autres États, en esquivant le système dollar. Vous voyez que ça a rendu l'économie russe plus résiliente. Vous comprenez un peu. Et aujourd'hui, l'or devient véritablement la vraie monnaie. Vous voyez un peu, la vraie richesse, s'il faut le dire ici. Et non ce dollar volatile, vous voyez un peu, qui était basé sur rien que du vent. Donc, aujourd'hui, les sanctions ont permis à un pays comme le Niger, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, de l'État du Niger. Parce que quand on vous a rabâché les oreilles pendant des millions d'années, que vous êtes pauvre, vous n'avez rien, vous ne valez rien, vous ne pouvez que faire que des enfants. Et d'ailleurs, même Bazoum en disait souvent dans ses interviews que le problème du Niger, c'est parce qu'ils font trop d'enfants. Donc, vous êtes pauvre, vous faites trop d'enfants, vous avez vraiment, ça ne sert à rien. Vous n'êtes même pas un État, vous êtes un no man's land. Mais c'est quand les autorités de transition arrivent et qu'on découvre que c'est possible de rompre les contrats, certains contrats. C'est possible d'évoluer en vase clos et que les Nigériens ne vont pas mourir.
Vous voyez un peu? Et là, les gens commencent à comprendre. Et que la fermeture ou bien le blocus a permis que la France commence à avoir les délestages. Ah ça? Ah bon? Donc nous qui étions pauvres, nous qui vivons dans l'obscurité, on alimentait quand même des États comme la France. Donc ils profitaient de notre pauvreté pour s'éclairer. Alors là, ils prennent conscience, donc nous sommes forts. Donc nous avons la possibilité de créer aussi des délestages dans les États puissants comme la France. Vous voyez que, en dehors de ça, les usines vous appelez ça quoi, où on transformait l'uranium en France, on commençait à avoir des problèmes. Parler des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires. On commençait à avoir des problèmes parce que l'uranium, il n'y en a plus. La France était obligée d'aller négocier maintenant. Du moins, les vannes ont été fermées du côté du Niger. En Australie, n'est-ce pas, pour essayer de négocier comment ils vont obtenir. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là ont permis que le Niger se rende compte que je suis un État puissant. Je suis riche. J'ai un potentiel à vendre, n'est-ce pas, pour rendre mon pays autonome et souverain. Et je peux négocier avec qui je veux. Alors, cela a permis de dire que le Nigeria, qui a un gazoduc assez important qui est en train d'être construit, n'est-ce pas, qui doit alimenter l'Europe en matière de gaz. En passant par le Niger pour l'Algérie. Pour l'Algérie, n'est-ce pas, dit, ben, on va rester là, les frontières fermées, on va alors vendre notre gaz à qui? On va alors vendre notre pétrole à qui? On va vendre ces ressources, n'est-ce pas, là, à qui? Parce que c'est quand même un chemin, n'est-ce pas, assez court pour atteindre l'Europe. Pour vous, c'est pour des questions purement économiques. Mais c'est des problèmes économiques. Le Nigeria a de très grands problèmes économiques aujourd'hui. Vous le savez. Le Naira a... crise économique qui sécule le pays depuis plusieurs mois maintenant. Exactement. Donc, vous comprenez qu'il faut chercher les débouchés. Il faut chercher à avoir de l'argent, n'est-ce pas, pour renflouer l'économie nigérienne le plus tôt possible. Et avoir l'un des partenaires les plus proches en échange commercial, même seulement les échanges commerciaux entre le Niger et le Nigeria, vraiment, c'était énorme. Vous voyez un peu? En matière d'électricité, par exemple, le Niger tire son électricité du Nigeria. Donc, si vous coupez l'énergie, qu'il n'y a plus de connexion, ça veut dire que la société, n'est-ce pas, de production d'énergie au Nigeria a des problèmes. Il faut trouver un nouveau, peut-être de nouveaux partenaires ou bien un nouveau marché pour vendre cette énergie-là. Et ça a été le cas durant, juste après le coup de révolution au Niger. L'énergie électrique a été coupée en direction de Niamey. Donc, vous comprenez que ça crée un gap, ça crée quelque chose, un déficit, n'est-ce pas, au niveau de l'économie du Nigeria. Donc, il faut renouveler tout ça. Vous savez que les échanges entre le Niger et le Nigeria sont hyper importants aux deux frontières, en dehors des frontières aériennes, parce que le Nigeria a besoin de la frontière aérienne du Niger pour atteindre rapidement l'Europe. Alors que le Niger, lui, n'a pas besoin de la frontière aérienne du Nigeria pour aller pour desservir certains pays dans le monde. Donc, vous comprenez que la position de Niamey était assez importante pour le Nigeria. Donc, ayant compris ces enjeux, on dit, bon, ok, on joue quand même d'abord dur, que non, quand même. Vous nous avez tout d'abord fait du mal. Maintenant, ok, comme maintenant nous avons, comment on dit ça, comme la balle est dans notre camp maintenant, on vous fait un peu chanter même pour 1 ou 2 ou 3 semaines ou 1 mois alors avant de voir si on peut ouvrir. Donc, ce n'est que normal que les échanges aujourd'hui, n'est-ce pas, recommence entre les différents États parce qu'en réalité... Ça veut dire qu'on se dirige vers un dégel. Il n'y a plus de soucis à se faire à ce niveau parce que d'aucuns estimaient qu'il fallait, il faut forcément procéder à la réouverture des frontières comme d'ailleurs les deux pays le font actuellement pour des raisons purement économiques, vous l'avez évoqué. Mais la prudence reste de mise parce que du côté d'Abuja, les autorités ne vont pas d'aussitôt changer leur position vis-à-vis des autorités nigériennes réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, mais aussi bien au sein du gouvernement de transition André Christelle Fanga. Premier rappel, il faut d'abord savoir que le peuple nigérien n'était pas n'était pas d'accord avec les sanctions infligées au Niger. C'est la position de la CEDEAO conduite par M. Alassane Dramane Ouattara, dictée par Emmanuel Macron, qui ont amené la CEDEAO à prendre des décisions aussi drastiques. C'est-à-dire de vouloir même
mobiliser une force militaire pour attaquer le Niger. Et d'ailleurs, l'état-major militaire nigérian, n'est-ce pas, avait dit, nous n'allons pas aller à cette guerre-là. Donc, vous voyez qu'il n'y avait pas de problème entre les peuples, n'est-ce pas? Il y avait un problème entre les institutions. L'institution principale qui était la CEDEAO est plus grave parce que le président du Nigeria était président en exercice de la CEDEAO. Il est toujours, d'ailleurs. Voilà, il est président en exercice de la CEDEAO. Donc, directement, le Nigeria, à cause de cette présidence-là, était directement lié, n'est-ce pas, aux décisions de la CEDEAO. Donc, ne pouvait pas faire autrement en disant nous ne sanctionnons pas le Niger avec la pression qui venait de l'extérieur. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas craindre de manière sécuritaire, n'est-ce pas, que le Nigeria va faire des coups fourrés, des crocs en jambes, n'est-ce pas, au Niger. Parce que dès le départ, il n'y avait pas cette intention, n'est-ce pas, du peuple nigérien de nuire au Niger. Alors, le président nigérian étant également président en exercice de la CEDEAO, on se pose bien la question, quelle est la suite qu'il faudrait donner aux événements, parce que la décision de Niamey intervient tout de même au lendemain de celle de la CEDEAO qui, il y a alors quelques mois, ou du moins, oui, effectivement, lors de son sommet extraordinaire, la CEDEAO avait procédé à la levée des sanctions. Du coup, on se pose la question comment pourrait évoluer la situation compte tenu du fait que le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO au même titre que le Mali ou encore le Burkina Faso. Mais c'est justement ça le plus grand problème parce que ne faisant plus partie de la CEDEAO, donc toute décision prise par la CEDEAO ne concerne pas le Niger. Aussi simple que ça. Et ça, c'est irréversible. Mais dans le contexte précis, il nous est tout de même difficile de dissocier la casquette du président Bola Ahmed Tinubu, qui est le président du Nigeria, et celle du président Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO. Deux États sont deux États, parce que là, maintenant, c'est deux États. On parle en termes de relations de coopération bilatérale. Voilà, donc c'est deux États qui sont en train de parler, qui discutent, n'est-ce pas? Ce n'est pas le président en exercice, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO qui est en train d'échanger avec le Niger. C'est deux États frères, n'est-ce pas, qui parlent de coopération bilatérale de nos deux pays, les avantages de nos deux pays, de nos deux peuples. Parce que au-delà, et c'est pour ça que j'aime parler du peuple, parce que c'est le peuple qui décide enfin, surtout. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu des politiques qui ont écarté le peuple de la gestion de tout. Alors, nous voyons la mobilisation des peuples un peu de partout aujourd'hui en Afrique qui demandent certaines choses, qui demandent certains rapports, qui demandent certains partenariats. D'ailleurs, même vous voyez dans la plupart des mobilisations aujourd'hui, des peuples, ils défilent avec le drapeau russe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire appeler à la coopération, peut-être l'État à coopérer avec la Russie. Et nous avons vu qu'à chaque fois que le peuple s'est mobilisé de cette façon-là, on a fini par adopter, n'est-ce pas, la position du peuple. Parce qu'aujourd'hui, Assimi Goïta est le fruit du peuple. Ibrahim Traoré est le fruit du peuple. Le général Tiani est le fruit du peuple. Celui du Centrafrique. Le professeur Faustin Touadéra est la volonté du peuple. Vous avez vu avec la modification de la Constitution, enfin, pas même modification, avec la réécriture, la réinvention, n'est-ce pas? Parce qu'on a réinventé le Centrafrique. Parce que c'était déjà un pays mort. C'était une réserve française. C'était un pays d'outre-mer, selon le calendrier français. Donc, vous voyez que le peuple a avec, n'est-ce pas, sa mobilisation, a réinventé le nouveau Centrafrique. Et ce nouveau Centrafrique, aujourd'hui, nous a produit un leader appelé le professeur Archange Touadéra. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que le peuple s'est mobilisé, il y a eu des produits, il y a eu des hommes, n'est-ce pas, disposés à servir ce peuple-là. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre les deux peuples du Niger et du Nigeria, qui, aujourd'hui, ont des intérêts communs, ont des familles communes. Parce que à la frontière, là, il y a des gens qui sont... La mère est de ce côté, le papa est de ce côté. La maman est de ce côté, le papa est de ce côté. Donc, vous allez retrouver qu'il y a comme ça tout un mélange. C'est les mêmes peuples, la même culture, presque.
Vous voyez un peu. Donc, vous n'allez pas continuer à dire que ce peuple-là doit définitivement rester fermé, clos, n'est-ce pas, ne doivent plus échanger ensemble. Non, ce n'est pas vrai. Je pense qu'aujourd'hui, cette mobilisation du peuple-là, ces échanges-là vont permettre que les différents leaders seront obligés, n'est-ce pas, de se soumettre à la volonté du peuple. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Oubliez la casquette de Bola Tinubu en tant que président de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'a rien à voir dans cette affaire. C'est une décision entre les dirigeants des États qui ont la pression du peuple, n'est-ce pas, qui veulent commercer, qui veulent échanger culturellement, économiquement, politiquement, et sportivement ensemble. Encore 5 minutes à passer ensemble, André Christelle Fanga, dans le cadre de cette émission. Oui. Nous oublions la casquette du président Bola Ahmed Tinubu en tant que président en exercice de la CEDEAO. Ben, prenons celle du président Bola Ahmed Tinubu, président du Nigeria. Au-delà des questions économiques que vous avez évoquées il y a quelques instants seulement, est-ce qu'il faudrait nécessairement s'attendre à une évolution de la position des autorités nigérianes vis-à-vis de leurs homologues nigériennes aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait cesser du côté d'Abuja de regarder les autorités de Niamey comme étant des putschistes aujourd'hui qui sont arrivés au pouvoir par coup de force? Est-ce que vous gardez cet espoir-là ou alors la situation ne pourrait éventuellement pas changer? Les relations sont apaisées. Pour vous, sont apaisés aujourd'hui, il n'y a pas de réserve à mettre là-dessus. Parce que le leadership du Niger s'est manifesté. Le leadership, grâce à la volonté du peuple, grâce à la mobilisation du peuple, le leadership du Niger est remonté. Avant-dernier pays le plus pauvre du monde, je crois. Aujourd'hui, prend des décisions planétaires en demandant, par exemple, aux États-Unis de quitter leur territoire, en demandant à l'armée française de quitter leur territoire. Vous voyez qu'on trouve maintenant, comme dit souvent Ivoirien, il y a garçon au Niger. Il y a garçon au Niger. Oui. Et donc, quand ce leadership se révèle, n'est-ce pas, avec les énormes ressources que le Niger a, mais une mastodonte comme le Nigeria ne peut pas rester en arrière, en restant dans le narratif occidental qui faisait du Niger, n'est-ce pas, un pays pauvre, qui ne valait pas grand-chose, que vous pouvez faire. Mais quand les gars ont compris... Ça veut dire que pour vous, la position des autorités nigérianes vis-à-vis de leur homologue nigérienne a évolué? Tellement évolué. D'ailleurs, même ça n'avait même pas changé parce qu'il y a des encouragements en coulisses. Ce n'est pas parce que les gens ne se mettent pas sur les antennes pour dire que félicitations les gars, vous faites bien. Vous comprenez un peu. Sinon, Bola Tinubu et son gouvernement auraient apprécié. La preuve en est, regardez. Dès que le président Olusegun, non, Yakubu Gowon, le général Yakubu Gowon, oui, je crois, c'est l'un des pères fondateurs, de la CEDEAO. Fondateur de la CEDEAO, quand il avait dit, il a fait des propositions par rapport à la résolution des crises. Vous avez vu qu'immédiatement, ça a été adopté par la CEDEAO. Vous voyez un peu, c'est un ex-président, général d'armée, qui était aussi un putschiste et tout, a fait des propositions. Et Bola Tinubu a dit, j'en fais ces propositions-là, mon cheval de bataille. Vous voyez un peu, qui était d'annuler, n'est-ce pas, les sanctions, de revenir sur le chemin. Et ça a été fait par la CEDEAO, malgré que les autres étaient déjà partis, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Mais sur ce canevas, ça a permis que, n'est-ce pas, qu'il y ait des échanges et des discussions entre les autorités de Niamey et ceux de Abuja. Aujourd'hui, les résultats sont là. C'est que l'ouverture des frontières, n'est-ce pas, que ça soit maritime, terrestre et aérienne. Et maintenant, la libre circulation peut reprendre aujourd'hui parce que le Niger a dit oui. Donc, je pense que s'il n'y avait pas des échanges, s'il n'y avait pas de respect mutuel entre ces différents États aujourd'hui, alors il ne devait pas avoir... On ne serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est véritablement des grandes avancées et c'est ce que nous souhaitons. Parce que l'une des choses que je suis contre dans ce monde aujourd'hui, et surtout chez nous en Afrique, c'est les frontières. Parce que les frontières nous ont fait plus de mal que de bien. Moi, je suis de l'Est Cameroun. Je viens quelque part de la forêt de Miambon, là-bas, vers Ngelmunduka. Je suis Maka. J'ai mes frères à côté de moi qu'on appelle les Baya, du côté de Bertois et tout le reste, et qui sont frontaliers
au Centrafricain. Et il y a des Bayas en Centrafrique. Vous voyez que tous parlent le même dialecte, mais l'autre dit que je suis centrafricain et l'autre dit qu'il est camerounais. Vous allez de l'autre côté, à la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Vous allez retrouver les Boulous ici et les Ntoumou là-bas, les Fandalba. Même chose avec le Gabon. Vous allez retrouver que c'est les mêmes peuples qui se retrouvent un peu de partout, qui ont presque le même grand-père, mais qui se retrouvent dans 3 pays différents. À cause de quoi? Des frontières. Vous voyez que vous allez retrouver un peu de ça, même dans la zone CEDEAO. Vous allez retrouver au nord du Cameroun, vous allez les Aoussa et tout ça, au nord au Tchad, au nord du Nigeria, un peu de partout. Donc, véritablement, il faut que nous arrivons à briser les frontières. Merci à vous. André Kissel Fanga, on rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication de la Dépêche du Midi. Merci à vous, DP. Ben, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation, pour une émission aussi suivie et écoutée, n'est-ce pas, par des milliers d'Africains, des millions, je voulais dire, des millions d'Africains, et qui, justement, nous permet davantage de sensibiliser, davantage de leur mobiliser, de leur dire que l'heure est à la mobilisation du peuple, du vrai peuple. Parce que quand un peuple se mobilise, n'est-ce pas, on a des résultats comme nous avons au Sénégal. Et donc, ce n'est pas parce que Macky Sall était trop mauvais, non. C'est parce que justement, il y a eu une volonté, n'est-ce pas, de changer les choses, de changer de paradigme, de changer, n'est-ce pas, un visage. Vous voyez un peu. Et donc, si possible, dans tous les autres pays où il y a des élections, n'est-ce pas, que ce soit cette année ou bien dans les années à venir, que le peuple comprenne les enjeux et se mobilise justement pour défendre la cause première, panafricaniste, la cause souverainiste, la cause, n'est-ce pas, de l'économie, n'est-ce pas, africaine qui a été galvaudée, c'est-à-dire avec la monnaie appelée le franc CFA et tout le reste là qui sont des groulots d'étranglement. En fait, les 4 F, comme j'aime bien le dire, vous connaissez les 4 F. La France, la franc-maçonnerie, la francophonie et le franc CFA. La France, la franc-maçonnerie, la francophonie, le franc CFA. Voilà, si nous nous débarrassons de ces 4 F-là, nous aurons beaucoup de bonheur dans nos États. Merci à vous, très cher monsieur. Merci également à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs, pour ceux qui nous suivent d'ailleurs en direct sur la 96.3 FM for You Radio. Merci à nos nombreux téléauditeurs, ceux-là même qui nous prendront très très prochainement sûrement sur nos différentes plateformes numériques. Martin Kelly assurait d'ailleurs à la mise en onde et à la réalisation de cette émission de Regard Panafricain, la première édition de cette semaine, édition du 25 mars 2024.